Chers amis de la Fondation Charles de Gaulle, je suis heureux de vous retrouver. Nous sommes en direct de la Fondation 5 rue de Solferino à Paris pour un nouvel entretien avec un auteur. Il y a quelques semaines, nous étions avec Raphaël Dohan. La conférence est d'ailleurs toujours visible sur YouTube, qui nous a parlé de Gaulle et l'Antiquité. Et ce soir, c'est un peu une première aussi parce que pour la première fois, il y a du public dans la salle. Je crois que c'est la première fois depuis mars 2020 que nous organisons à nouveau des conférences ici dans la salle Pierre-Lefranc à la Fondation Charles de Gaulle. Et puis vous êtes aussi vous-même naturellement en direct, j'espère très nombreux. Et puis ensuite, de toute façon, l'émission pourra être vue sur la chaîne YouTube de la Fondation Charles de Gaulle. Alors, je disais, il y a quelques semaines, au mois de février, nous accueillions Raphaël Dohan qui nous parlait, donc un grand spécialiste de l'Antiquité, qui nous a fait une conférence passionnante sur De Gaulle et l'Antiquité. Et aujourd'hui, j'ai proposé à Philippe Le Guillou, que je vais vous présenter dans un instant, qui est un écrivain français particulièrement brillant et prolifique, et qui est aussi un passionné du général de Gaulle, de nous parler d'un de ses derniers livres. C'est pas le tout dernier d'ailleurs. C'est un livre qui a été publié juste début 2020, au moment du 50e anniversaire de la mort du général de Gaulle, année qui a donné lieu à la publication de pas mal d'ouvrages. Un livre qui s'appelle Colombet, l'autre colline inspirée. Vous voyez sa couverture, je pense, en incrustation dans votre écran. Et donc, j'ai proposé à Philippe Le Guillou de faire cette conférence autour d'un livre qui est extrêmement, je dirais, extrêmement sensible, extrêmement, où il y a une charge littéraire, émotive, extrêmement importante. Et je crois que nous allons faire un voyage sur la colline de Colombey les Deux Églises grâce à lui. Alors Philippe Le Guillou, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici à la Fondation. Je laisse les personnes s'installer. Voilà, s'il vous plaît, assez rapidement. Alors, Philippe Le Guillou, vous avez une double carrière, en fin de compte. Vous êtes à la fois un haut fonctionnaire du ministère de l'Éducation nationale, vous êtes à l'inspection générale de l'Éducation nationale, je crois que vous êtes doyen... Je le suis. Vous avez été doyen du groupe Lettres à l'inspection générale, et puis vous êtes aussi un écrivain, je disais prolifique, parce que je crois que vous avez déjà écrit pas loin d'une trentaine de romans, une quinzaine d'essais, une quinzaine d'albums. Rien qu'en 2020, vous avez dû publier au moins deux ou si ce n'est 3 livres, Le vitrail de Thérèse, l'ouvrage sur Richelieu, qui est un essai que vous avez publié également il y a un peu plus d'1 an, et puis donc l'autre colline inspirée, Colombey, l'autre colline inspirée, qui est un livre finalement que vous avez fait à la suite d'un séjour. D'ailleurs, on s'est croisés, on ne pensait pas qu'on se reverrait ici pour parler ce soir du livre, mais à l'occasion d'un séjour que vous avez passé à Colombey les Deux Églises, je crois en 2019. Ça ne devait pas être le premier, mais c'est certainement pas le dernier. Et donc, vous êtes resté 2 jours. Je pense à un moment donné, vous avez suivi les commémorations, la partie un petit peu officielle, puis après, vous vous êtes resté seul ou avec un nombre très limité de personnes. Et c'est donc ce séjour qui a donné naissance à ce bel ouvrage. Est-ce que vous voulez nous en dire un petit peu plus sur ce moment particulier ? Il y a déjà en 2000, au moment des anniversaires évidemment de naissance, et de la même façon, et de la 30e anniversaire de la mort du général, et aussi à l'occasion de la publication chez Gallimard des mémoires du général dans la bibliothèque de la Pléiade, j'avais publié un petit livre qui s'intitule Stèle à De Gaulle, et qui est composé comme ça aussi de fragments pour évoquer finalement, je le précise bien, je ne suis pas historien, je suis plutôt littéraire, romancier, et donc je voulais évoquer de façon un peu personnelle, un peu subjective, la figure du général. Et ce livre avait été remarqué par un certain nombre de personnes, et un éditeur, Michel Cole, pour ne pas le nommer, a souhaité, 20 ans après, que je revienne finalement vers le général de Gaulle, et en choisissant finalement un espace, un territoire, c'est-à-dire le village de Colombey les Deux Églises. J'ai immédiatement accepté, parce que si vous voulez, entre les romans qui sont toujours finalement des œuvres que je décide d'écrire, qui répondent à des nécessités personnelles, profondes, intérieures, parfois on commande aussi à un écrivain un certain nombre de livres à côté, peut-être sur des artistes, comme vous l'avez dit, sur des paysages, la Bretagne, etc. Et dès qu'il est question évidemment du général de Gaulle, mon admiration et ma ferveur inentamable sont telles que évidemment je réponds toujours présent. Et comme il fallait que le livre repose évidemment sur une sorte
j'emploie le terme de façon la plus neutre qui soit, et puis aussi la plus pure, presque de reportage et de pèlerinage. C'est-à-dire que, effectivement, depuis, je crois que je suis allé la première fois de ma vie en 1995 à Colombey, les deux églises, j'y suis retourné très régulièrement ensuite, et je n'imaginais pas, même si j'avais assez présent à l'esprit les paysages, les décors, la boisserie, l'église, le cimetière, la Grande Croix de Lorraine, le mémorial, etc. Je n'imaginais pas, évidemment, écrire un livre sans retourner, sans revoir les lieux, sans faire ce petit voyage, ce petit pèlerinage que j'ai fait seul et en même temps accompagné. J'ai rencontré un certain nombre de personnes, 2 témoins en particulier, cet agriculteur qui a vu le général l'après-midi de sa mort, un homme aussi qui était parmi les 12 jeunes gens qui ont porté le cercueil du général. Donc, Gérard Nathalie, Gérard Nathalie, absolument. Donc il y avait aussi cette dimension un peu émouvante, si vous voulez, de rencontrer, alors que les fois précédentes, comme un visiteur ordinaire, je m'étais contenté de me promener, mais je voulais absolument tout revoir, et donc j'ai composé le livre. C'est presque une sorte de promenade, si vous voulez. Alors voilà, j'allais dire, bon, vous écrivez ce livre en romancier, mais c'est aussi un peu un livre de géographie quelque part, parce que vous insistez beaucoup sur les paysages, il y a de très belles pages sur la colline, la boisserie, le cimetière, l'église, etc. Le vitrail, d'ailleurs, parce que tout à l'heure on parlait les vitraux, donc évidemment Saint-Louis et Jeanne d'Arc dans l'église de Colombey. Et donc, ce que je trouve très intéressant, c'est que finalement on voit De Gaulle, on vit De Gaulle au travers des paysages de Colombey, les deux églises, et on sent finalement cet homme à travers le paysage très particulier, à la fois très dur, très aride, mais aussi un paysage vraiment très français. En définitive. Oui, vous savez, moi j'ai exactement l'âge de la Ve République. Je suis né en 1959, je suis en classe de 6e lorsque le général de Gaulle meurt. Il y a une journée de deuil national, et je regarde à la télévision les obsèques du général. Je vois encore évidemment le char, enfin portant le cercueil drapé de tricolore qui quitte la boisserie. Je regarde, j'assiste à la messe, etc. Donc comme un enfant qui a vu dont l'enfance finalement a été à la fois, je dirais, éclairée, écrasée par la grande figure de ce monarque, dans une famille gaulliste, pour qui évidemment tout le monde a beaucoup d'admiration pour le général. Et j'ai même presque souffert en voyant les images de l'exil irlandais au printemps 69. Et j'ai construit, si vous voulez, une sorte d'imagerie autour et de mythologie autour de Colombey, et j'imaginais ce paysage d'ailleurs assez lugubre, assez austère, et j'ai été surpris d'ailleurs la première fois que je m'y suis rendu en juin 95. C'est pas si austère et si lugubre que ça. Le paysage est très beau, ses vallonnements, ses perspectives, ses forêts, tout ce que l'on voit finalement du jardin de la boisserie. Et donc, même si je ne suis pas vraiment entré du bureau hexagonal dans la tour du général, donc il y a une beauté de ce paysage. Une majesté, une pureté aussi, parce que c'est un paysage qui est assez peu abîmé, si vous voulez, à la différence par exemple des paysages de ma chère Bretagne natale, qui ont quand même souvent été très abîmés par l'industrialisation agricole des années 60-70. On arrive là-bas dans quelque chose qui n'est pas... Alors vous comparez, là vous comparez Colombey, là c'est moi qui vais parler, à l'Artois, oui. mon Artois natal, mais là c'est l'Artois de Bernanos, et il y a une très belle phrase d'ailleurs, vous dites « Et tout dans ce territoire mélancolique et vanté que j'ai imaginé semble s'accorder avec la personne même du général, une terre des lointains, une terre des confins, une terre pour méditer, pour échapper à la mesquinerie, à la noirceur, à la petitesse et à l'ingratitude. » Oui, c'est magnifique. C'est un paysage qui est extrêmement pur, beau, vaste, on a vraiment une impression d'infini. D'ailleurs, par moments, on a l'impression qu'on est face à la mer. Il y a aussi cette espèce d'adéquation, d'osmose entre le paysage naturel. Mais en même temps, il y a la verticalité de la Croix de Lorraine. Il y a la verticalité. Alors, je suis très sensible à ce que vous dites de la Croix de Lorraine, parce que c'est la fondation qui en est la gardienne. La verticalité de la tour, voilà, aussi du général. Et donc, effectivement, c'est une sorte de sanctuaire, la boisserie, pour la famille, évidemment. On sait qu'il s'installe là en 1934 pour se mettre un petit peu à l'abri et pour faire que sa fille Anne grandisse un petit peu à l'abri des regards. C'est le lieu familial, c'est le lieu aussi du ressourcement, c'est le lieu de la traversée du désert, c'est bien entendu le lieu de l'écriture des mémoires, évidemment, avant de reprendre le pouvoir en 1958, et aussi encore de nouveau le lieu de l'écriture à partir du printemps. Et c'est donc dans ce lieu très français en définitive, on n'est pas loin de l'autre colline, c'est évidemment celle de Barès, mais finalement De Gaulle
est chez lui, simple villageois parmi les villageois, et vous faites finalement voilà, vous mettez, vous présentez les deux visages d'un De Gaulle, le De Gaulle homme d'État, chef d'État, d'ailleurs pour qui rien n'est trop beau dès qu'il s'agit du prestige de l'État. Parfois ça lui a été reproché, voilà, Trianon qui a refait à grands frais, etc. Et puis Charles de Gaulle dans son village. Alors, voilà, c'est l'ermite, c'est le châtelain du village qui vit reculé et retiré, Oui. et qui se fond un petit peu, je dirais, dans la masse du village. Les plus belles pages d'ailleurs que j'ai trouvées sur cette présence du général dans ces lieux, dans ce village dès 1946, c'est les pages qu'écrit Claude Mauriac, Oui. qui décrit très sévèrement, très durement d'ailleurs, le village de Colombey comme étant une sorte de village lugubre, boueux, crotté. Il assiste à la messe en compagnie du général. Il dit que le général a l'air un peu absent, qu'il ne suit pas l'office, et que les villageois qui sont là le regardent avec une sorte de distance, voire de défiance. Donc mais il y a aussi effectivement cette beauté ce caractère aussi très très paisible, qui me paraît extrêmement important. Et le général d'ailleurs va être un villageois comme les autres, discret, allant à la messe évidemment, passant après la messe évidemment chaque fois devant la tombe de sa fille, puisque vous le savez bien, le petit cimetière est tout de suite à côté de l'église, et de toute façon d'ailleurs il y a peu à marcher ou à rouler entre le cimetière et la boisserie, parce que tout ça finalement est quand même dans un espace extrêmement restreint, et de proportions extrêmement modestes. Mais le village aussi a beaucoup de charme, et je trouve moi qu'il y a là une sorte de génie du lieu. Oui. C'est pour ça que effectivement on a repris ce titre évidemment de La Colline inspirée, faisant référence à Barès, qui est aussi, dont les œuvres sont présentes dans la bibliothèque du général à la Boisserie, qui était une de ses grandes admirations littéraires, parce que c'est aussi pour moi, et c'est quelque chose de tout à fait important, la maison d'un écrivain. J'ai toujours été aussi extrêmement sensible à cela. C'est la maison d'un écrivain. D'ailleurs, Gary disait que le général de Gaulle lui avait dit un jour: je suis l'écrivain sur lequel on a le plus tiré. Donc ça veut dire que finalement il se voyait écrivain. Et puis il y a ce mot très beau aussi de Mauriac, mais cette fois plus François, pas Claude, mais le père, qui dit, quelqu'un lui dit au moment il le rappelle dans son bloc-notes, je crois, au moment où donc le général a quitté le pouvoir, a quitté l'Élysée en 69, et que cette personne dit devant François Mauriac: il va redevenir écrivain. Et François Mauriac a cette formule très belle: non, il l'a toujours été. Ouais. Et donc c'est ça aussi qui est beau. D'ailleurs, il suffit de ces discours sont ceux d'un écrivain. Je ne veux pas me livrer à une analyse de l'éloquence politique sous la Ve République, mais les textes du général, les discours du général sont véritablement les discours d'un. Quelqu'un avait écrit cette phrase superbe à propos de Gaulle en disant: De Gaulle, il n'a pas écrit ce qu'il a vécu, il a vécu ce qu'il avait écrit. Tout à fait. Et vous évoquiez d'ailleurs tout à l'heure, et je ne peux pas ne pas en parler en étant ici, mes fonctions à l'inspection générale de l'éducation nationale. Il y a 20 ans exactement, il y a 10 ans. En 2010. En 2010, il y a 12 ans. Oui, on s'en souvient. Oui, voilà, oui. J'avais voulu, avec d'autres d'ailleurs, je n'étais pas seul, que les élèves de terminale qui faisaient une option que l'on appelait littérature, puissent lire des mémoires du général. Et ça a provoqué un tollé sans précédent. Je crois qu'on n'a jamais vu ça. Finalement, le général, c'était une opération de récupération politique. Ça a duré plusieurs années. Oui, les mémoires ont été au programme 2 ans. Oui, 2 ans, voilà. Mais il y a eu véritablement beaucoup d'agitation. Nous avons tenu bon. Le ministre de l'Éducation de l'époque a tenu bon lui aussi. Mais voyez-vous, il y avait cette. Et pourquoi pendant longtemps, depuis l'origine, finalement, certains considèrent que De Gaulle n'est pas un écrivain? Parce que finalement, c'est un homme politique, si vous voulez, à partir du moment où, peut-être finalement, si on avait mis au programme. Comme Chateaubriand, il est politique, mais aussi écrivain. Mais il n'a pas été chef de l'État. Ouais. Et si on avait mis peut-être au programme, je ne sais pas, la paille et le grain, on n'aurait pas eu tous ces remous et tous ces problèmes. Mais il y avait cette volonté, si vous voulez, aussi de montrer que le général de Gaulle est un écrivain à part entière. Et de la même façon, si vous voulez, je reviens toujours à ces émotions premières, etc. Quand je suis élève toujours donc de 6e en novembre 1970, le président Pompidou déclare que sera lu dans toutes les classes de France et de Navarre un extrait
des mémoires du général. Et c'est à 9 h, par exemple, le samedi matin, dans toutes les classes, au même moment, de façon presque napoléonienne, que le texte doit être lu. Je suis à ce moment-là dans ce qu'on appelle un cours de dessin d'art, et le professeur, qui doit être un bon 68ard, assez gauchiste, commence à lire et me dit « Oh, on va laisser là le grand Charles ». Et c'est une formule de la part de ce professeur qui, moi, me choque profondément. Évidemment, je ne prends pas la parole pour dire que je suis choqué, mais vous voyez, donc, il y a toujours quand même eu cette hostilité d'un certain nombre de personnes, de personnalités, y compris dans l'éducation nationale, à l'égard du général de Gaulle, et donc on a revécu ça. Mais tout ça pour vous dire que finalement, et d'ailleurs le bureau magnifique que l'on voit dans la tour hexagonale, le bureau du général offert par les ébénistes du faubourg Saint-Antoine, quand il quitte le pouvoir, et cette fois-là en 1946-47, c'est aussi le bureau d'un écrivain. Alors, vous avez évoqué Georges Pompidou. Vous l'évoquez à plusieurs reprises dans votre livre, et en particulier, vous rappelez ce moment à la fois très émouvant, mais très historique aussi. Vous dites que c'est un des moments les plus importants de la Ve République. Quand Georges Pompidou, donc le général de Gaulle, vient de mourir le 9 novembre, Georges Pompidou est prévenu le lendemain et il vient à Colombey le 11 novembre pour se recueillir devant la dépouille du général de Gaulle. Et évidemment, on connaît toute cette histoire, le cercueil a déjà été fermé et donc le président Pompidou se recueille. Et alors, on sent que, d'abord, chez vous, il y a une secrète admiration pour Pompidou. Oui. Mais vous avez un mot finalement assez dur pour de Gaulle, vous dites, mais quelque part, de Gaulle, il n'a pas su se choisir son dauphin. Et vous faites même un rapprochement avec Franco, d'ailleurs. C'est assez étonnant. Et on a presque l'impression que finalement, vous en voulez un petit peu à de Gaulle, quand même, de ne pas avoir intronisé le successeur qui était un petit peu évident. Franco qu'il va voir en 69. 70. En 70. Le grand voyage. En 69. En 69, il va en Irlande et il voit Eamon de Valera. Et en 70, il voit Franco. Et donc, quand il rentre d'ailleurs d'Espagne, il entre à la Boisserie et il n'en sortira plus. Voilà, c'est son dernier voyage. C'est son dernier voyage. Oui, je suis là aussi, si vous voulez, c'est terrible de voir, c'est d'imaginer qu'effectivement Pompidou arrive et il ne verra pas le visage du général. D'ailleurs, on introduira le président Pompidou et, je crois, Jacques Chirac-Delmas dans le bureau. Oui. Ils auront quand même un moment comme ça de méditation. Je pense que oui, il y a ce problème difficile de la succession. Bon, il y a beaucoup d'historiens qui se sont penchés sur la question. C'est un peu une succession douloureuse, de toute évidence. Bon, à partir de 66, 67, et plus encore 68, évidemment. Georges Pompidou croit à son étoile et pense qu'il faut véritablement qu'il force un peu le destin. J'aurais si Dieu le veut un destin national, etc. Bon, on connaît tous cela. Et bon, mais peut-être quand même finalement, pour de Gaulle, était-il quand même la meilleure chose d'avoir pour successeur Georges Pompidou, même si Pompidou évidemment était un peu différent, on n'avait pas la dimension évidemment mythique, historique du général. Moi, quand j'avais écrit les stèles à de Gaulle, j'avais vu aussi un certain nombre de témoins, précisément vous citiez Pierre Lefranc, puisque je crois que cette salle s'appelle Pierre Lefranc. J'étais donc allé le voir dans un joli hôtel particulier à Neuilly, je crois. Et de la même façon, j'étais allé aussi rue du Louvre rencontrer Madame Pompidou. Et Madame Pompidou a vu cette formule très belle, avait dit le général de Gaulle aimait la France et mon mari aimait les Français. Et je crois que ça dit bien aussi, si vous voulez, bon, le changement un petit peu aussi de proportion, de registre. Avec de Gaulle, on est dans la grande épopée, dans la grande mythologie, dans la grande histoire. Avec le président Pompidou, on était dans quelque chose déjà de plus commun, de plus banal, et voilà. Mais le président Pompidou, qui était aussi un grand lettré et un homme extrêmement cultivé, et chez qui, par exemple, la passion pour l'art contemporain était tout sauf quelque chose de superficiel et de factice, mérite aussi... Et un grand défenseur de la langue française. J'en profite pour faire une seconde de pub dans le dernier numéro de la revue Espoir, la revue de la Fondation, dans laquelle vous avez écrit d'ailleurs. Il y a aussi la reproduction d'un discours de Georges Pompidou de 66 pour l'installation du Haut Conseil de la langue française. Oui. C'est un très très beau discours. Alors, de Pompidou, je passe à Julien Gracq, parce que là, je m'adresse au grand spécialiste de Julien Gracq que vous êtes. Vous avez écrit plusieurs livres sur Julien Gracq. Je crois que vous l'avez connu, vous l'avez rencontré chez lui à Saint-Florent-le-Vieil. Et vous rappelez à plusieurs endroits dans le livre, d'ailleurs un petit chapitre notamment qui s'appelle « Les troncs de l'Église » qui vont être fracturés le lendemain de l'enterrement. Voilà. Et donc, alors, quelle était la relation? Parce que bon, Julien Gracq, Pompidou, on voit bien, ils ont été condisciples à Ulm, mais quand Pompidou était à l'Élysée, Julien Gracq est venu très souvent déjeuner à l'Élysée, mais de Gaulle et Julien Gracq, je ne crois pas qu'il y ait eu vraiment... Ils sont peut-être écrits, mais... Non, Gracq n'était
n'était pas du tout, voilà, pas non plus gaulliste, et puis avec son hein, passé de communiste, même voilà. s'il avait rompu avec le communisme en 1939 au moment de la révélation du pacte germano-soviétique. Mais Gracq, qui met quand même aussi d'une certaine manière la grandeur, était quand même évidemment admiratif devant l'œuvre de Gaulle. En revanche, effectivement, comme vous le soulignez, c'était un intime du président Pompidou. Il a même assisté en avril 1974 aux obsèques de Georges Pompidou à Saint-Louis-en-l'Île, et il a fréquenté, il était très, oui, c'était très émouvant. D'ailleurs, quand j'allais à Saint-Florent-le-Vieil de longtemps, on ne parlait pas de Gaulle puisqu'il n'avait pas connu de Gaulle, mais il parlait de Pompidou, et il montrait d'ailleurs, il voyait bien la grande différence qu'il y avait entre ces personnages, si vous voulez, qui étaient des hommes politiques pétris de culture, des intellectuels, et la succession ou la suite, je ne sais comment dire, de gens qui étaient déjà beaucoup plus intéressés par l'image, par le calcul, par la mise en scène de leur action, voire de leur personne. Et en particulier, je me souviens qu'il me racontait qu'un jour, il avait déjeuné justement à Matignon. Georges Pompidou était Premier ministre, et l'après-midi, il avait un discours important que Julien Gracq disait d'ailleurs toujours à la Chambre. Et il me disait, aujourd'hui, on n'imagine pas un Premier ministre qui l'après-midi va parler à l'Assemblée nationale, donner un déjeuner et recevoir des amis, etc. Il serait concentré, il serait entouré de ses conseillers, de ses coachs, etc. Et Pompidou avait fait comme si de rien n'était, c'est-à-dire qu'à la fin du déjeuner, il avait fait servir des alcools, il avait fumé un cigare, il était parfaitement détendu. Donc ça prouvait aussi quand même, si vous voulez, la maîtrise, la puissance de ce personnage, qui moi est un personnage qui m'a aussi beaucoup intéressé. J'ai écrit un roman, par exemple, qui s'appelle Les années insulaires, moi qui habite au cœur de Paris, tout près de l'église Saint-Eustache, et j'ai imaginé un petit peu l'action de Pompidou au moment de cette rénovation de Paris. Certains ont dit de cet assassinat de Paris. Enfin, Pompidou aussi, c'était une sorte de prince des modernes. Évidemment, c'était pas du tout ce qui intéressait le général de Gaulle. Alors, je reviens un instant sur les paysages. D'abord, pour dire que vous citez à 2 reprises Michel Cazenave, son De Gaulle et la Terre de France, qui était un livre magnifique, oui. Hein, qui expliquait énormément de choses déjà sur cette relation entre De Gaulle, les paysages, la géographie, etc. Et puis, il y a un passage aussi que je trouve très, très beau, parce que vous dites finalement, ces paysages, c'est aussi dans ces paysages de Colombey que vous ressentez cette espèce de dépassement de soi du général de Gaulle, et vous dites, finalement, il est miraculeux qu'aux limites géographiques de la Champagne humide, aux confins de Colombey, de Clairvaux, dans ce sanctuaire qui est la Boisserie, il reste encore aujourd'hui quelque chose de cette irradiation unique, un rayon de cette lumière inspirée, comme les collines. Oui, parce que moi je sanctuarise, si vous voulez. C'est vrai que chaque fois que je suis allé à Colombey, j'ai refait le même pèlerinage. Enfin, j'ai revisité, alors peut-être pas toujours dans le même ordre, mais pour moi il y a toujours la Boisserie, le cimetière, la tombe et l'église. Avec évidemment la place où on n'est pas l'imprudence évidemment d'aller m'installer là où s'installait le général, mais j'aime bien voir l'endroit entre le vitrail de Jeanne d'Arc et le vitrail de Saint-Louis, et face à ce Christ au 13e rang assez voilà. Massif, dont je garde là encore l'image des obsèques avec l'évêque de Langres, Monseigneur Hatton, venu présider les obsèques en novembre 70. Oui, ces paysages sont extrêmement, vous le disiez, importants. On a cette sorte de sérénité, on est hors du temps finalement quand on est là-bas, et la présence est toujours, il y a une sorte de présence presque de présence sacrée du général, même si évidemment on ne l'entend pas, on ne le voit pas, mais on le devine. Et mettre ses pas dans ce jardin qu'il opposait d'ailleurs au parc de l'Élysée, il disait qu'à la Boisserie il y avait un jardin pour bien montrer qu'on était quand même dans des... C'était pas un château. C'était pas un château, dans un manoir, mais dans quelque chose de beaucoup plus modeste. On est tout à fait présent. Et donc, oui, j'ai tenu, si vous voulez, à saluer Michel Cazenave. C'est pour ça que j'ai mis ces citations de ce très très beau livre. Oui. Alors un peu comme était Michel Cazenave, un peu ténébreux, un peu grandiloquent, mais il faut dire que je l'ai beaucoup rencontré d'ailleurs en Bretagne, à Brocéliande en particulier, parce qu'il avait aussi écrit sur Tristan et Iseux. Il avait une passion pour la matière de Bretagne, et il y avait aussi entre nous l'admiration pour Malraux. Et donc j'ai voulu aussi évidemment que Malraux fût présent. Et à un moment, j'ai tenu à évoquer la dernière visite de Malraux, donc en décembre 69, qui va donner Les chaînes qu'on abat, que je trouve un texte particulièrement remarquable et particulièrement éblouissant. Et là aussi, très souvent d'ailleurs, ça fait partie de ma préparation, de la suite de mes pèlerinages, je me replonge dans ces chaînes qu'on abat, qui pour moi est
un pur Alors, chef-d'œuvre. c'est un lieu sacré, c'est un lieu maintenant de pèlerinage, même s'il faut bien reconnaître qu'il y a moins de pèlerins aujourd'hui à Colombey que dans les années 70, mais enfin, il y en a encore pas mal quand même, plusieurs dizaines de milliers par an. Et là, vous dites, je préfère penser au cortège infini des vrais, des purs, des fervents, de tous ceux pour qui l'ultime départ du général fut un drame intime ou national, oui, de tous ceux pour qui De Gaulle, parce qu'il est entré un jour dans leur vie de manière définitive, comme la foudre ou la tempête, demeure un exemple, un modèle, une figure inspiratrice, j'ose le mot, un proche. Donc ce lien, je trouve, très fort entre le peuple de France, finalement, les gens pas, enfin, qui sont considèrent ou qu'on considère comme pas importants par rapport aux puissants, et puis De Gaulle. Et finalement, il l'avait voulu, il avait anticipé ça, la croix de Lorraine, c'est Oui, ça. oui, et puis si vous voulez les obsèques déjà, où Et les finalement, obsèques. où même Malraux s'interpose pour que finalement une femme puisse passer parce qu'elle est venue véritablement en pèlerinage. Les gens étaient venus vraiment de très loin. Et des années après, et aujourd'hui encore, des gens viennent en visite et en pèlerinage à Colombey, les deux églises. Évidemment, si vous voulez, quand je cite, quand j'écris ce que vous venez de citer, je vise modestement tout ce que j'appellerais les récupérateurs, c'est-à-dire tous ceux qui viennent là prendre finalement un morceau de la croix de Lorraine. On ne voit pas du tout à quoi vous faites Non, allusion. et qui adorent se faire, en particulier dans des temps politiques, qui adorent se faire photographier devant la tombe. Donc c'est ça que je n'aime pas. Mais moi je suis dans quelque chose qui est plus au contraire oui, un pèlerinage intime, personnel, secret, mais moi je ne suis pas candidat, je suis candidat à rien, donc je n'ai pas besoin de me faire photographier devant la tombe. Mais on a quand même beaucoup vu dans toute l'histoire de la Ve République, à partir après la mort du général de Gaulle, un certain nombre de personnages. Ah bah de plus en plus. De plus en plus, et d'ailleurs dont le destin n'a pas forcément été mirifique. On vous sent, je vais vous taquiner un petit peu, mais on vous sent pas tellement monde d'après quand même. Hein. Je vais terminer par une très belle phrase d'ailleurs, hein, parce qu'on retrouve les paysages, mais aussi la réflexion sur l'histoire. Je préfère penser à l'enchantement de ces 2 journées, donc les 2 journées que vous évoquiez au début, à tout ce que j'ai engrangé et qui me laisse à la puissance de la France gaulienne, au charme incomparable du monde d'avant. Bientôt, le train longera la Seine. Donc, vous avez repris le train à Bar-sur-Aube et vous rentrez à Paris. Et je sais bien qu'ici, on n'est pas très loin du plateau de Langres, qui est derrière vous, et donc de ses sources, les sources de la Seine, pas très loin non plus du cratère de Vix. Il y aura toujours pour moi, en ces paysages et en ces lieux, quelque chose de la promesse et de l'élan d'origine. On est vraiment là dans le... De Gaulle le savait d'ailleurs très bien. D'ailleurs, quand on lit Lettres, notes et carnets, dans les dernières pages, l'amiral de Gaulle a placé des notes qui ont été rédigées tout à fait dans les toutes dernières semaines de la vie du général. Et on voit qu'il a passé les dernières semaines avec son chauffeur. Il allait dans les petits villages champenois tout autour et il repérait les noms des De Gaulle sur les tombes, parce qu'il y avait des branches de Gaulle. J'adorais, si vous voulez, ces paysages me plaisent beaucoup. Et bon, je vais finir avec une petite note humoristique. Et je m'étais dit, après ces jours un peu quand même de ferveur, et de chaleur aussi, parce qu'il faisait un temps littéralement caniculaire ces jours de juin où je me trouvais à... Et donc, je m'étais dit que je repartirais depuis Bar-sur-Aube. Et que, en particulier, donc j'allais commander un taxi, ce qui me permettrait de voir. Et je voulais faire un petit peu le chemin aussi en sens inverse, qu'avait fait le général. Et moi, je suis très sensible à ces routes qui font très aussi début de la Ve République, avec des arbres de part et d'autre, des platanes qui me rappellent finalement les routes nationales de mon enfance. Le taxi, c'était pas une DS. Pas les non, le taxi était un vulgaire taxi. Et comme je suis en doute un peu déconnecté des réalités, puisque vous me voyez vraiment dans le monde d'avant, je m'étais dit que je pourrais peut-être déjeuner à Bar-sur-Aube sur la place de la gare, parce que j'avais imaginé qu'il y aurait peut-être un restaurant ou quelque chose qui serait susceptible de m'accueillir. Et évidemment, quand je suis arrivé très en avance, parce que donc j'avais bien 1h30 d'avance par rapport à l'heure de mon train, place de la gare, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus aucun établissement à Bar-sur-Aube. Alors j'aurais pu, me direz-vous, aller dans la ville, mais bon, ça m'éloignait, c'était un peu... Bon, donc je suis resté là à attendre, donc je n'ai pas déjeuné, mais j'ai jeûné. Il y a un très bon restaurant à Colombey. Oui, mais là, je n'étais plus à Colombey, j'étais à Bar-sur-Aube. Et donc, si vous voulez, la gare, j'ai voulu acheter un billet, on ne pouvait pas acheter de billet. Le hall de la gare avait été transformé en une sorte de serre, comme une vitrine avec des plantes grasses, des plantes vertes. Mais ce qui était magnifique, et c'est là que j'ai vu que finalement j'étais en Macronie et que j'étais dans le monde nouveau, dans ce monde moderne, une voix tombée du ciel très régulièrement nous invitait tous à prendre soin de nous, à nous désaltérer
Et véritablement, parce que donc il y avait une température sans doute qui avait dû dépasser, si vous voulez, un certain seuil. Donc on n'était plus véritablement dans la guerre, dans l'épopée, dans les grandes phases et les beaux moments de l'épopée gaullienne. On était dans une sorte de gestion déjà très sanitaire. C'était bien avant le corona, hein, puisque je vous dis, c'était donc on est en juin 19. Oui, ça remonte au loin en fait tout ça. Et donc j'ai été un petit peu, si vous voulez, bon, il y a cette formule de Rimbaud que j'aime bien étreindre la réalité rugueuse. Mais là, après, si vous voulez, ces sommets et cette intensité, cette ferveur que j'avais vécue avec Colombet, j'étais brusquement quand même un peu cruellement ramené à la réalité rugueuse, en me disant qu'il fallait que j'ai ma petite bouteille d'eau pour préserver mes jours, etc. Je trouvais ça quand même un peu triste. Alors, on va donner la parole à la salle pour des questions, à la salle ici, rue Solferino, et puis à la salle peut-être aux gens qui nous suivent depuis chez eux. Mais j'espère en tout cas que déjà, ce magnifique tableau va vous donner envie d'aller visiter Colombey, puisque maintenant tout ça, ça a ouvert. Hein, évidemment, depuis plusieurs mois, mais enfin maintenant les conditions sanitaires ont été évidemment assouplies. Donc n'hésitez pas, pour une deuxième page de pub de la soirée, mais à retourner visiter Colombey, la Boisserie, le Mémorial, la Croix de Lorraine. Alors, il nous reste une petite dizaine de minutes. Écoutez, je vais vous proposer, si vous avez des questions à poser à M. Le Guillou, je vais vous donner la parole, soit vous qui êtes ici dans la salle, soit vous qui êtes chez vous devant votre écran d'ordinateur. Voilà. Michel Brault. Sur les paysages, je crois que c'est tout à fait intéressant ce que vous avez dit sur les paysages concernant Colombey. Le général de Gaulle aimait beaucoup les paysages. Ah oui. J'ai remarqué en particulier que dans l'armée de métier, un de ses premiers grands livres, 1934. 34, l'armée de métier. Au début de ce livre, le général de Gaulle insiste beaucoup, parlant de la diversité de la France, sur les paysages divers, et il s'interroge pour savoir comment cette diversité, finalement, avec cette diversité, on fait un pays uni, etc. Et le moyen, justement, d'unifier ces diversités de paysages, c'est le passage des seuils. C'est le terme qu'il utilise. Tout à fait. Des seuils qui ne sont pas des points très élevés, des points moyens qui permettent aux populations des différents pays à l'intérieur de notre pays, en France, permettent de se réunir et de former une unité. Ça, moi, je trouve qu'il y a un rapprochement à faire. Voilà, donc le rapprochement, voilà, c'est presque. De Gaulle est presque brodélien avant l'heure, là, quand il décrit la diversité des paysages et en même temps il cherche les éléments d'unité. Et on sait, si vous voulez, que par exemple, les excursions qu'il proposait à sa famille quand il était à Colombey, il demandait au chauffeur il était capable de rester en voiture très longtemps pour se promener, se rouler à travers les paysages. Au Mont-Saint-Odile, oui, souvent allé au Mont-Saint-Odile. Revoir des forêts, revoir des lieux, etc. Il y avait véritablement un attachement. On parlait de Gracq tout à l'heure, qui a une formation de géographe. Gracq dit exactement la même chose aussi. Il est très, très attentif. Et je pense que, si vous voulez, ça donne aussi, alors je vais encore enfoncer mon cas et me rattacher encore plus au monde ancien. Je crois que c'est ça aussi qui est beau, si vous voulez, dans la personnalité ou dans l'action d'un chef d'État. Il faut qu'il y ait ce lien, je dirais, quasiment consubstantiel, quasiment organique. Avec la terre de France, et que le président ait des lieux d'ancrage, que les présidents aient des lieux d'ancrage, ça me paraît extrêmement important. Un lien, j'oserais le mot, presque charnel, si vous voulez. Donc, chez le général, effectivement, il aimait. Vous voyez que c'est important encore ça aujourd'hui? Il faudrait que ça le soit, en tout cas. Je pense que c'est absolument nécessaire. Et que, par exemple, si vous voulez, quand c'est un homme extrêmement intéressant aussi, je ne vais pas du tout l'attaquer, etc. Mais vous voyez, par exemple, quand dans la campagne de 1994, on voyait par exemple Édouard Balladur choisir comme lieu Deauville d'un côté ou Chamonix de l'autre. Ça ne va pas, si vous voulez, c'est pas non plus ça qui va parler à l'imaginaire français. Mitterrand avec les Charentes, ou avec l'Atche, ou avec la Nièvre, etc. La Roche de Solutré, etc. Il y avait quelque chose, là aussi, de parisien, de charnel,
d'organique. Pompidou, avec même sa Maison Blanche à Orvilliers, il y avait quelque chose de cet ordre-là. Ou après, quand Cajard. Cajard, évidemment, et donc même après le breton d'adoption qu'il était venu, quand le général lui avait fait comprendre qu'on était mieux avec Meille qu'à Saint-Tropez, et que politiquement, c'était peut-être quand même un peu moins dangereux de venir à Meille, à Fouesnant, plutôt que de l'être au milieu de la jet-set et du bling-bling, pour reprendre votre expression de tout à l'heure, à Colombey. Donc moi, ça me paraît extrêmement important, ce lien comme cela des présidents avec la France, mais une France terrienne. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, ces démarcations, ces provinces, ces pays. C'est extrêmement. Il est allé à la colline de Sion, oui. Oui, bien sûr, oui. Je crois que c'est très important. Moi, je suis là aussi un peu proustien, nom de pays, le nom au début de la recherche du temps perdu, et puis un peu plus tard, nom de pays, le pays, qui est quelque chose qui soit du lieu d'un enracinement et des noms de la France. Mitterrand, par exemple, avait aussi une passion pour les cartes, pour les globes terrestres, les globes qu'il avait commandé à Fernand Pouillon, qu'il avait fait installer dans son bureau. Le général lui-même, je crois que le globe. Il y a un globe juste au-dessus de nous, dans le bureau du général. C'est le globe que lui offrent les compagnons de la Libération, Guichard et compagnie, qui étaient dans son bureau à l'Élysée, à côté de la table de Cresson. Donc tout ça est extrêmement important, et c'est pas simplement mettre du mobilier contemporain ou des tapis géométriques, etc. Ce que faisait un peu Pompidou, pas dans le Salon Doré où le bureau du général était resté en place absolument, et le président Pompidou lui-même s'était assis au bureau du général. Autre question, Jean-Baptiste, est-ce qu'il y a des questions en ligne? Non. Autre question. Oui, sur les portraits des chefs d'État étrangers qui sont dans la maison de Colombey. Oui. Ça m'avait frappé de parler des chefs d'État américains, tous, y compris Lyndon Johnson. Oui. Ça m'avait étonné parce que la relation de Gaulle avec les États-Unis, compliquée même. Il y a le roi Baudouin aussi. Il y a les papes. Et d'ailleurs, c'est très beau d'ailleurs dans les chaînes qu'on abat. Malraux, qui quand même est le mateur d'art que nous savons tous, qui a commencé quand même par aller piller les temples khmers, a fait du trafic d'œuvres d'art et ensuite a été ministre, non pas de la culture comme on dit, mais ministre des affaires culturelles, ce qui n'est pas du tout la même chose. Quand il se retrouve dans ce décor de la bibliothèque, on sent, si vous voulez, qu'il doit trouver ça un petit peu modeste et peut-être même assez moche, assez vilain. Et donc, il remarque d'ailleurs que, donc, en évoquant ces portraits dont vous parlez, monsieur, que les portraits sont gondolés, que les photos sont gondolées. Évidemment, Malraux qui avait des objets sauvages, des fétiches absolument magnifiques, des tableaux, la barque de Braque, etc., qui avait un environnement d'esthète, si vous voulez, c'est très différent, parce que c'est ça aussi qui est beau à la Boisserie, c'est cette modestie, si vous voulez, d'une vraie maison de famille, une maison très simple. Voilà. On a toujours dit, si vous voulez, que finalement, comme vous disiez tout à l'heure, et j'ai fait deux choses, si vous voulez, aussi avant d'aller même à Colombey, je suis allé revoir, parce que je trouve que c'est pour moi une espèce de talisman et de relique, au musée de la Libération, le collier de grand maître de l'ordre de la Libération, avec ses croix de Lorraine. J'ai revu aussi, je le cite au début du livre, le manuscrit du discours de Malraux pour le transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon. Et à la fin après avoir fini donc cet ouvrage, ce pèlerinage, j'ai tenu à aller visiter Trianon-sous-Bois. Vous savez que donc le général de Gaulle fait aménager, où il va aller très peu finalement, ou même quasiment pas, et un lieu qui déplaisait aussi un peu à Madame de Gaulle parce que c'était un peu trop fastueux. Et c'était assez étonnant de voir finalement ce Trianon, grand Trianon qui est restauré à l'idée de l'installation de Malraux. Et à un moment, on avait même pensé que le général s'y installerait peut-être, parce que c'est un mec qui n'aimait pas l'Élysée, qu'il avait dit c'est une maison de cocotte, un palais de la main gauche, on ne fait pas l'histoire dans le 8e arrondissement, etc., etc. Et il rêvait, il avait pensé un moment à l'hôtel Biron, c'est-à-dire le musée Rodin, les Invalides, le château de Vincennes, on avait évoqué plusieurs choses, et finalement il est resté dans cette maison de cocotte, etc. Mais quand il recevait, rien n'était trop grand, rien n'était trop beau, comme vous le disiez, monsieur Fosseux, tout à l'heure. Mais en revanche, on sait très bien que lorsque les rideaux étaient un peu décolorés, étaient un peu passés dans les appartements privés, Madame de Gaulle demandait qu'on les retournât, et certainement pas qu'on les change. Et on avait le président de Gaulle avait fait installer un compteur électrique personnel dans les appartements privés pour calculer la consommation et pour payer véritablement
ce qu'il devrait. Donc c'est ça aussi qui est beau, si vous voulez, ce côté d'ailleurs militaire, en fait, c'est-à-dire l'Élysée, pour lui, c'était une sorte de garnison, il était là de passage, il avait quelques livres, c'est pour ça qu'il n'avait changé finalement très très peu de choses. Oui, je crois dans le bureau, très peu de travaux. à part la libération de Bourdelle, si vous voulez, et donc le globe qui est ici et que nous évoquions il y a un instant, il n'y avait rien de personnel, il ne mettait pas de photos, comme le président Giscard d'Estaing, par exemple, avait mis plein de photos de sa famille sur la cheminée, etc. Il n'y avait rien de tel. Ici, c'était vraiment une austérité, le flambeau de Biennale, les fauteuils empire, etc. Et il ne changeait pas les choses. Et moi, j'aime bien ça aussi. C'est pour ça que je suis vraiment du monde d'avant, parce que je crois que je ne sais plus qui, Bernard Antonios, le mari de sa nièce, qui était venu un jour et qui avait dit mais tel tapis gagnerait à être déplacé, ce serait plus joli, etc. C'est Claude Dulon qui raconte ça dans sa merveilleuse La vie quotidienne et l'Élysée du temps du passionnant. Et il avait dit surtout ne changeons rien. Quelqu'un lui avait fait aussi remarquer que les tissus des fauteuils étaient limés et laissaient des fils sur les costumes sombres, des énarques et des hiérarques. Et il avait dit surtout nous n'envoyons rien au Comité national, on ne sait pas quand on les reverra. Et donc il gardait son décor et peut-être certains ont dit que c'était lié aussi à ses problèmes oculaires et qu'il détestait finalement qu'on change les choses. Donc le général était... Mais bon, quand on voit la beauté, parce que ce Trianon-sous-Bois, c'est vraiment magnifique. C'était restauré il y a quelques années. C'était restauré il y a quelques années. Et pour moi, le péristyle en marbre rose du Languedoc est un bijou architectural, quintessence de l'art français. Et le général, pour lui, voulait quelque chose de très... très simple, et très peu de travaux, effectivement, à l'Élysée. C'est pour ça que les Pompidou, quand ils arrivent, ont l'impression d'être dans la maison presque de leurs arrière-grands-parents, et que donc, ils vont demander... Je crois qu'il n'y avait pratiquement pas eu de travaux depuis Coty. En fait. Depuis Auriol. Ou même Auriol. C'est Auriol. Parce que quand Auriol arrive, c'est vraiment très délabré et très abîmé. Ça n'a pas été occupé pendant la guerre. Le palais a souffert, etc. Ce qui est merveilleux, d'ailleurs, maintenant, c'est qu'il n'y a quasiment plus rien dans le palais actuel du palais de cette époque-là. Le président Macron a tout enlevé. Hein, oui, si vous voulez. Il n'y a plus eu des modernisations. Non, mais là, maintenant, il n'y a plus, si vous voulez. Je crois que le bureau est encore dans le salon Murat. Et c'est la seule chose qui reste. Et si vous voulez aller voir les beautés de la Ve République, moi, ce que je fais tous les ans, c'est le jour des Journées du patrimoine, je vais au Mobilier National. Et là, puisque le Mobilier National, à ce moment-là, ouvre ses portes et ses réserves, et vous voyez tout. C'est-à-dire les flambeaux de Biennale, les consoles de Boulle, les consoles de Weissweiler, tout ce qu'il y avait dans le bureau des présidents de la République, finalement, de Gaulle à 2017, tout ça est conservé et montré à cette occasion au Mobilier National. Donc, effectivement, vous voyez que je suis quand même terriblement, mais bon, j'ai quand même passé la soixantaine, donc j'en ai le droit et le privilège, assez enraciné, si vous voulez, dans un amont plus que dans un avenir radieux. Et c'est ça aussi qui est beau dans la littérature, c'est que la littérature permet justement de cultiver, si vous voulez, sans être non plus dans une nostalgie érosive et dans une mélancolie dévastatrice, mais permet justement de rester fidèle. C'est ça aussi qui est très important, c'est un mot que je n'ai pas du tout employé ce soir et que j'aime beaucoup employer, surtout en étant ici, en évoquant le général de Gaulle. On est quand même dans une époque, si vous voulez, on ne rend pas grâce, on ricane, on est toujours dans le superficiel, dans le bon mot, il est bon ton de railler, de dénigrer. Oui, mais pour autant, de Gaulle, et vous le dites vous-même, reste une figure inspiratrice. Oui, de Gaulle reste une figure inspiratrice, mais vous savez, je vois finalement ici et là des tentatives déjà de dire et la guerre d'Algérie, et ci et ça. Voilà. Je ne suis pas forcément optimiste. La mode, vous savez, toute personne, regardez en littérature, c'est pareil, des auteurs qui ont été, vous parlez de Mauriac tout à l'heure, l'inspecteur général de l'éducation nationale que je suis n'a jamais vu dans cette inspection expliquer un texte de Mauriac. C'est un auteur qui a aujourd'hui quasiment disparu des classes, peut-être de l'enseignement privé, je ne sais pas, je n'y vais sans doute pas assez. Mais il y a ce côté, si vous voulez, il y a des mouvements balanciers. On admire, on encense, et puis après on dénigre. Ça, c'est tout à fait dans l'époque. Et je pense que le dénigrement est encore beaucoup plus actif et porteur aujourd'hui, et bien porté aussi que finalement le discours des admirateurs, des fidèles, des turiféraires, qui n'est plus du tout dans le ton de l'époque. Bien, écoutez, à moins qu'il y ait d'autres questions avant qu'on clôture cette... Oui, monsieur là-bas. Oui, une petite remarque, parce que ce qui frappe à Colombey, c'est la vue aussi, et notamment du bureau du général. Oui, je l'ai dit tout à l'heure. Et vous dites, vous décrivez comme quelqu'un d'hyper conservateur quelque part, mais moi je trouve que cette vue, au contraire, elle l'envoie vers l'horizon, et que l'horizon... Oui, tout à fait. Et c'est de Gaulle quelque chose d'aussi important que de ne pas changer les... Mais l'horizon dans une tradition, dans la continuité d'une tradition.
et sur le socle finalement hercynien presque de la Gaule, quoi. C'est ça qui est aussi extrêmement, quand monsieur parlait tout à l'heure des seuils, des terroirs, des pays, c'est extrêmement important. D'ailleurs, c'est un lieu très intéressant au point de vue aussi géologique, hein, parce qu'on est, on est à la charnière de plusieurs zones Puis il y a les deux rivières, il y a bien l'Aube, délimitées. puis Voilà, et je dis parce qu'on a fait, il y a quelques années, lorsqu'on a restauré la Croix de Lorraine, on en parlait tout à l'heure en 2013, on a fait faire aussi une étude par l'ONF. Et d'ailleurs, à cette occasion, on a fait un petit sentier. Je ne sais pas si vous l'avez suivi, ce petit sentier, parce que vous n'en parlez pas dans le livre. On a fait un petit sentier, une boucle qui fait à peu près 1 kilomètre au départ de la Croix de Lorraine et qui revient à la Croix de Lorraine, où on a installé une dizaine de panneaux pour rappeler, pour évoquer la relation entre De Gaulle, la nature, les forêts, parce qu'il se promenait très, très souvent en forêt. C'est très intéressant. Mais, et à l'occasion de ce travail avec l'ONF, on a découvert, eux le savaient déjà, moi, dans mon ignorance, je ne savais pas, mais que c'est une région aussi charnière au point de vue géologique, géographique et historique d'ailleurs, parce que c'était un lieu, un promontoire, et donc ça a joué un rôle certainement. D'ailleurs, comme dans beaucoup d'endroits en France, on dit qu'il y a un camp de César, etc., parce que César serait passé là, c'est pas du tout vérifié, mais enfin, en tout cas, les armées napoléoniennes en 1814 sont passées pas très très loin, et donc c'est un lieu aussi qui depuis longtemps a une signification forte en définitive. Et De Gaulle, qui était un grand connaisseur de l'histoire, n'ignorait probablement pas tout ça. Il y a à la fois la conjonction de la maison qu'il trouve en 1934, et puis l'Est, on n'est pas loin des périls, on n'est pas loin de l'imagino, etc. Monsieur, vous aviez une deuxième remarque, non? Non. Très bien. Ben écoutez, s'il n'y a pas d'autres remarques, pas d'autres questions, pas de questions en ligne non plus, Jean-Baptiste, écoutez, il me reste à vous remercier. Je voudrais, Philippe Le Guillou, en profiter pour dire que vous publiez dans quelques semaines, le 7 avril, chez Gallimard, Le Testament breton. Donc, c'est votre prochain livre, je crois, beaucoup plus personnel. Oui, tout à fait, un livre autobiographique sur mon Finistère. Voilà, et donc, évidemment, on vous encourage tous à lire ce... Et je crois que pour la première fois, d'ailleurs, je ne pense pas que le nom du général de Gaulle n'apparaît pas dans ce livre. Je ne jurerai. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je ne jurerai pas. C'est un livre que j'ai écrit pendant le premier confinement, donc si vous voulez, puis j'avais eu la maladie, donc je devais avoir déjà des facultés mentales et intellectuelles un peu entamées. Voilà, bon. Vous ne parlez pas du De Gaulle dans votre testament breton. Non, mais j'ai le souvenir très précis de Quimper, évidemment, et que je regarde. Le 2 février 69. Oui, j'avais regardé ça encore avec mon grand-père, puisque j'ai mes grands-pères gaullistes, que je suivais avec eux toutes les conférences de presse, et en particulier, évidemment, quand il cite son grand-oncle, etc. Et je vous avouerai d'ailleurs que j'adore cette ville de Quimper, que je visite avec beaucoup d'amis tous les étés, ou à chaque fois que je suis dans le Finistère, même si moi, mon village natal, c'est le Fou, au fond de la rade de Brest, et chaque fois que je suis sur le parking, au pied du Mont Frugy, devant la préfecture, je vois... Vous voyez le général sur l'estrade. Je vois le général, et je me souviens de ce moment... Très bien. Écoutez, Philippe Le Guillou, merci beaucoup. Merci à vous. Colombey, l'autre colline inspirée. Visitez-le et puis n'hésitez pas ensuite à aller visiter Colombey, les deux églises. Bonne soirée à tous, à très bientôt. Et merci. Donc, prochain rendez-vous le 5 avril avec Michel Bernard. Au revoir.